Quand la femme de ménage arriva ce matin-là, elle ne trouva d'abord rien de particulier à Grégor Samsa en lui rendant sa brève visite habituelle. Elle pensait que c'était intentionnellement qu'il restait là sans bouger, à jouer la comédie de l'offensé. Elle lui faisait crédit de toute l'intelligence possible. Et comme elle avait le grand balai dans la main, elle essaya de s'en servir pour chatouiller Grégor. Voyant que cela ne réussissait pas, elle se fâcha et enfonça un peu le manche dans le corps de Grégor. Et c'est seulement quand elle constata qu'elle l'avait fait bouger sans qu'il oppose de résistance qu'elle se demanda ce qui se passait. Comprenant bientôt de quoi il retournait vraiment, elle ouvrit toute grande la porte de la chambre à coucher et cria dans le noir. Venez donc voir, il est crevé. Il est là, par terre. On ne peut pas plus crever. Le père et la mère quittèrent rapidement le lit matrimonial, chacun de son côté. Monsieur Samsa jeta la couverture sur ses épaules. Madame Samsa arriva vêtue de sa seule chemise de nuit. C'est dans cet appareil qu'ils pénétrèrent dans la chambre de Grégor. Entre-temps, s'était ouverte la porte de la salle de séjour. Sa sœur Grete était tout habillée, comme si elle n'avait pas dormi, ce que la pâleur de son visage semblait d'ailleurs confirmer. « Eh bien, fit Monsieur Samsa, nous pouvons maintenant rendre grâce à Dieu. » Il se signa et les trois femmes suivirent son exemple. « Viens donc un moment chez nous, Grete » dit Madame Samsa avec un sourire mélancolique, et Grete entra à la suite de ses parents dans leur chambre à coucher. La femme de ménage ouvrit grand la fenêtre de Grégor. Malgré l'heure matinale, un peu de tiédeur se mêlait déjà à la fraîcheur de l'air. C'est qu'on était déjà fin mars. Quand Grégor Samsa se réveilla un beau matin au sortir de rêves agités, il se retrouva transformé dans son lit en une énorme bestiole immonde. Il était couché sur le dos qu'il sentait dur comme une carapace et chaque fois qu'il levait un peu la tête, il apercevait son ventre bombé, brun, au sommet duquel l'édredon prêt à glisser complètement arrivait à peine à se maintenir. Ses multiples pattes, lamentablement fluettes par rapport au volume qu'il occupait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre d'être humain, simplement un peu trop petite, était là, bien tranquille, entre ses quatre murs familiers. Au-dessus de la table s'étalait une collection de tissus qu'il avait déballés. Samsa était voyageur de commerce. Il tourna les yeux vers la fenêtre et le temps maussade le rendit tout mélancolique. Qu'est-ce qui se passerait si je continuais à dormir encore un peu en oubliant toutes ces fariboles ? Mais c'était totalement irréalisable car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit et dans l'état où il était maintenant, il n'arrivait pas à prendre cette position. Quelle que fût l'énergie avec laquelle il se jetait sur le côté droit, il se retrouvait toujours sur le dos par un mouvement de balancier. Il essaya bien 100 fois, fermant les yeux pour ne pas être obligé de voir ses pattes frétillantes, et ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une douleur sourde, discrète, qu'il n'avait jamais ressentie. Il sentit alors une légère démangeaison au sommet du ventre. Il trouva l'endroit, vit qu'il était couvert de petits points blancs, sur lesquels il ne put émettre de jugement et voulut les tâter avec une patte, mais il la retira aussitôt car à ce contact, il se sentit parcouru par des vagues de frissons. Se lever comme ça, de bonne heure, ça rend complètement stupide. Un être humain doit dormir tout son sou, mon Dieu! Quel métier éprouvant, tous les jours en déplacement. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, il y a belle lurette que je serais allé trouver le patron et je lui aurais dit ce que je pense du fond du cœur. Une fois que j'aurai réuni l'argent pour lui payer ce que les parents lui doivent, je ferai la chose, c'est sûr. Ce sera la grande coupure. Cela étant, pour l'instant, il faut que je me lève parce que mon train part à 5 heures. Il jeta alors un œil au réveil matin qui tic-taquait là-bas sur le meuble. Il était 6h30 et les aiguilles avançaient. Tranquillement, il était même la demi passée, on approchait déjà de moins le quart.
Et si par exemple il se déclarait malade? Mais voilà, ce serait extrêmement dégradant et suspect, car au cours de ses 5 années de service, Grégor n'avait pas été une seule fois malade. Il fallait qu'il s'attende que ça barde avec le patron. Il viendrait sûrement avec le médecin de l'assurance maladie, pour qui il n'existe de manière générale que des gens en parfaite santé, mais rétifs au travail. Grégor. C'était sa mère qui frappait prudemment à la porte au chevet de son lit. « Il est 7h moins le quart. Tu ne voulais pas partir ?» 12 fois. Grégor fut pris de peur en entendant sa propre voix qui répondait. C'était indubitablement sa voix d'avant, mais dans laquelle, comme d'en dessous, venait se mêler un pépiment douloureux et oppressant qui ne laissait littéralement aux mots leur clarté qu'au premier instant, puis la détruisait à tel point qu'on ne savait pas si on avait bien entendu. Grégor avait voulu répondre en détail et tout expliquer, mais son père frappait déjà à l'une des portes latérales, et derrière l'autre porte latérale, c'était sa sœur qui l'implorait à voix basse. Il répondit des deux côtés « Je me lève tout de suite », en articulant le plus soigneusement possible pour ôter à sa voix ce qu'elle avait de bizarre. Il était curieux de voir comment tout ce qu'il avait imaginé aujourd'hui allait peu à peu se dissiper. Quant à la modification de sa voix, il ne doutait pas le moins du monde qu'elle était là le signe avant-coureur d'un refroidissement sévère, cette maladie professionnelle des voyageurs de commerce. Surtout ne pas rester inutilement au lit. Se défaire de la couverture ne posa aucun problème, il lui suffit de gonfler un peu le ventre et elle tomba toute seule. Mais aller plus loin s'avéra difficile, en particulier parce qu'il était démesurément large. Il aurait fallu des bras et des jambes pour se redresser, au lieu de quoi il n'avait que cette multitude de petites pattes qui s'agitaient sans cesse en tous sens. Dès qu'il voulait en plier une, la première chose qui se produisait, c'est qu'elle se tendait, et quand il arrivait enfin à faire à cette patte ce qu'il voulait, dans l'intervalle, toutes les autres, comme libérées, s'étaient mises à besogner avec une excitation extrême, douloureuse. Mais il n'oubliait pas de se souvenir que mieux valait tranquille et très tranquille réflexion que décision du désespoir. Et pendant un petit moment, il resta tranquillement allongé, en respirant faiblement, comme si, peut-être, il attendait du silence total le retour de la réalité effective et évidente des choses. Non. Avant que sonne 7h15, il faut absolument que j'ai tout à fait quitté le lit. En outre, d'ici là, quelqu'un de l'entreprise va venir pour demander ce que je fais, car les portes ouvrent avant 7h. Rassemblant toutes ses forces, il se mit alors en peine de faire sortir du lit la totalité de son corps, en le balançant régulièrement dans toute sa longueur. Grégor en était déjà au point où il avait du mal à garder l'équilibre quand on sonna à la porte de l'appartement. Il lui suffit d'entendre le premier mot du visiteur pour savoir qui c'était. Le fondé de pouvoir en personne. Pourquoi fallait-il que Grégor fût condamné à officier dans une entreprise où au moindre manquement, on concevait aussitôt les pires soupçons? Les employés n'étaient-ils donc que des canailles, tous autant qu'ils étaient? Et plus en raison de l'émoi dans lequel ses réflexions le plongeaient qu'à la suite d'une juste décision, Grégor se propulsa de toutes ses forces hors du lit. Il y a quelque chose qui est tombé là-dedans, dit le fondé de pouvoir. Monsieur Samsa, que se passe-t-il donc? J'espère que ce n'est rien de sérieux, même si je dois dire aussi que nous qui travaillons dans le commerce, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, comme on voudra, nous devons bien souvent, dans l'intérêt des affaires, passer par-dessus une légère indisposition. Je suis étonné, très étonné. Je vous prenais pour une personne tranquille, raisonnable. Et voilà que vous vous barricadez là dans votre chambre et négligez vos obligations professionnelles d'une manière proprement inouïe. Le patron a certes fait allusion ce matin à une explication possible de votre défection. Ces derniers temps, vos prestations ont été très insuffisantes. Ce n'est certes pas la saison pour réaliser des affaires spécialement intéressantes, nous vous le concédons. Mais une saison où l'on ne fait pas du tout d'affaires, ça n'existe pas, monsieur Samsa.
Ça ne doit pas exister. Monsieur le fondé de pouvoir, j'ouvre tout de suite, immédiatement. Voilà, je sors du lit, juste un petit moment de patience, ça vous tombe dessus comme ça, sans crier gare. Hier encore, j'étais tout à fait bien, mes parents le savent. Enfin bon, déjà hier soir, j'avais un petit pressentiment. Ça aurait dû se voir à ma mine, qu'est-ce qui m'a pris de ne pas prévenir au travail. Mais voilà, on croit toujours qu'on va surmonter la maladie. Monsieur le fondé de pouvoir, épargnez mes parents. Tous les reproches que vous me faites là sont évidemment sans fondement. Vous n'avez peut-être pas lu les dernières commandes que j'ai envoyées. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'avec le train de 8 heures, je serai déjà reparti en déplacement. Ces quelques heures de repos m'ont redonné des forces. Monsieur le fondé de pouvoir, c'est pas la peine de rester ici plus longtemps. Dans un instant, je serai moi-même au travail. Ayez la bonté de leur dire au bureau et de présenter mes hommages à monsieur notre patron. Avez-vous compris un seul mot de tout ça ? Demanda le fondé de pouvoir. J'espère quand même qu'il n'est pas en train de nous faire une blague. Pour l'amour de Dieu, s'exclama la mère déjà en larmes. Grégoire est peut-être gravement malade et nous sommes là à le tourmenter. Grete, file chercher le médecin. Tu l'as entendu parler ? C'était une voix de bête, dit le fondé de pouvoir d'une manière étonnamment douce comparée au cri de la mère. On n'entendit pas du tout la porte se refermer. La sœur l'avait sans doute laissée ouverte, comme c'est toujours le cas dans les appartements où s'est produit un grand malheur. Grégor, cependant, était bien plus calme à présent. Tout en proférant ces mots d'une seule traite, sans bien savoir ce qu'il disait, il s'était rapproché de la porte. Il voulait effectivement se montrer et parler avec le fondé de pouvoir. Il était très désireux de découvrir ce que les autres diraient en le voyant. Certes, on ne comprenait plus ses paroles, mais malgré tout, on voulait bien croire désormais que quelque chose n'allait pas chez lui et on était disposé à l'aider. Il se sentait de nouveau intégré dans le cercle de l'espèce humaine et il se jeta debout contre la porte. Les pelotes au bout de ses petites pattes étaient quelque peu adhésives et il entreprit de tourner la clé avec la bouche. Malheureusement, il apparut qu'il n'avait pas de dents. En revanche, ses mâchoires étaient très puissantes et, sans prêter attention au dommage qu'à coup sûr il s'infligeait car un liquide marron lui sortait de la bouche, coulait sur la clé et gouttait sur le sol, Grégor parvint effectivement à faire bouger la clé. Dans la pièce d'à côté, un silence total s'était établi et à l'idée que tous suivaient tendus les efforts qu'il faisait, il mordit comme un fou dans la clé. Il dansait autour. Il ne restait plus dressé qu'en se tenant par la bouche et au déclic de la serrure qui cédait enfin, Grégor respira soulagé et posa la tête sur la clenche afin d'ouvrir la porte complètement. Alors il entendit le fondé de pouvoir proférer un sonore, et il le vit plaquer sa main contre sa bouche ouverte et reculer lentement, comme repoussé par une force invisible. Déjà le fondé de pouvoir était dans l'antichambre, et il tendait la main droite, loin devant lui, en direction de l'escalier, comme si ce qu'il y attendait était une rédemption quasi surnaturelle. Mais il fallait retenir le fondé de pouvoir, le rassurer, le convaincre. C'est que l'avenir de Grégor et de sa famille en dépendait. Lâchant le montant de la porte, Grégor tomba aussitôt sur ses multiples pattes. Cela s'était à peine produit qu'il éprouva pour la première fois de cette matinée un bien-être physique. Ses petites pattes reposaient bien fermement par terre sous son corps. Elles obéissaient parfaitement. Elles aspiraient même à le porter là où il voulait. Et Grégor s'imaginait que l'amélioration définitive de tout son mal était imminente. Mais le fondé de pouvoir était déjà dans l'escalier. Il regarda une dernière fois derrière lui, sauta d'un bond plusieurs marches et disparut. La mère s'effondra au milieu de ses jupes qui se déployèrent autour d'elle, son visage affaissé sur la poitrine, devenu complètement invisible. Le père serrait les poings, l'air hostile. La fuite du fondé de pouvoir semblait l'avoir complètement perturbé, car au lieu de courir à sa poursuite, il entreprit, tout en tapant des pieds frénétiquement, de repousser Grégor. Il faisait siffler l'air entre ses dents comme un sauvage. Il n'avait qu'une idée fixe. Il fallait que Grégor rentre dans sa chambre aussi vite que possible et il le poussait vers l'avant, comme s'il n'y avait aucun obstacle. Mais quand Grégor se retrouva enfin devant l'embrasure de la porte, il apparut que son corps était trop large pour passer. Naturellement, cela n'effleura pas l'esprit du père d'ouvrir par exemple l'autre battant pour lui offrir un passage suffisant. Grégor, advienne que pourra, tâcha de se faufiler, un côté de son corps se souleva et il se trouva bientôt bloqué en travers de l'embrasure, incapable de remuer tout seul. Ses petites pattes tremblaient d'un côté dans le vide, celles de l'autre côté étaient douloureusement écrasées au sol. C'est alors que le père lui donna par derrière une forte poussée véritablement salvatrice qui le fit valdinguer loin à l'intérieur de sa chambre, saignant abondamment.
La porte fut encore claquée, puis ce fut enfin le silence. Grégor ne se réveilla qu'au crépuscule d'un lourd sommeil léthargique. La lueur blafarde des lampadaires électriques de la rue éclairait çà et là le plafond de la chambre et le sommet des meubles, mais en dessous, autour de Grégor, il faisait noir. Son flanc gauche semblait n'être plus qu'une longue cicatrice, et il boitait carrément. Il se traîna jusqu'à la porte lentement, malhabile encore avec ses antennes. Et c'est seulement une fois parvenu là qu'il remarqua ce qu'il avait attiré. C'était l'odeur de quelque chose qui se mangeait. Il y avait là en effet une jatte remplie de lait où nageaient de petites mouillettes de pain blanc. Il aurait presque ri de bonheur, et il plongea aussitôt la tête dans le lait pratiquement jusqu'au-dessus des yeux, mais il la retira bientôt avec déception. Le lait, qui était jusqu'alors sa boisson favorite et que sa sœur, dans sa grande bonté, avait posé là pour cette raison, ne lui disait rien du tout. Et il se détourna même de la jatte avec dégoût et revint en rampant au milieu de la chambre. Dans la salle de séjour, comme Grégor le constata par la fente de la porte, les lampes à gaz étaient allumées. Il régnait un grand silence. Grégor avait du temps pour réfléchir à la façon dont il devait désormais réorganiser sa vie. Qu'allait-il arriver, maintenant que toute espèce de paix, de bien-être, de satisfaction devait affreusement prendre fin? Pour ne pas se perdre dans des pensées de ce genre, il préféra se mettre en mouvement et ramper de ci de là. Mais cette haute chambre vide dans laquelle il était forcé de rester aplati par terre l'angoissait, sans qu'il pût trouver pour quelle raison, car après tout, c'était la chambre qu'il habitait depuis 5 ans. Et non sans une discrète honte, il fila sous le canapé où il se sentit aussitôt très à l'aise, regrettant seulement que son corps fût trop large pour y être logé intégralement. Il y resta toute la nuit, dans un demi-sommeil dont il était sans cesse brusquement tiré par des soucis et de vagues espoirs. Dès les premières heures du jour, sa sœur ouvrit la porte et jeta un regard inquiet à l'intérieur de la chambre. Elle ne le trouva pas tout de suite. Mais quand elle l'eut aperçu sous le canapé, mon Dieu, il n'avait quand même pas pu s'envoler. Elle eut tellement peur qu'elle referma brutalement la porte. Mais comme si elle regrettait son attitude, elle la rouvrit aussitôt et Grégor assista, les yeux légèrement exorbités, au spectacle de sa sœur qui emportait avec étonnement la jatte encore pleine, non pas à main nue, mais avec un chiffon. Il avait le projet secret d'envoyer sa sœur l'an prochain au conservatoire. Elle qui, au contraire de lui, aimait beaucoup la musique et jouait du violon de manière émouvante. C'était ce genre de pensée, parfaitement inutile dans son état présent, qui lui passait par la tête, comme il tendait l'oreille, collé contre la porte. Étant donné qu'on ne le comprenait pas, il ne vint à l'idée de personne, pas même de sa sœur, qu'il pouvait comprendre les autres, mais il percevait un certain nombre des choses qui se passaient dans les pièces voisines. Et c'est ainsi qu'il entendit le père exposer dans le détail l'état de leur situation financière et ses perspectives. Pour une part, ces explications furent la première chose réjouissante qu'il fut donné d'entendre à Grégor depuis qu'il était en captivité. Il avait jusque-là estimé qu'il n'était absolument rien resté après l'effondrement du commerce du père 5 ans auparavant. Le seul souci de Grégor à l'époque avait été de se mettre à travailler lui-même avec une ardeur tout à fait exceptionnelle. En une nuit ou presque, le petit commis était devenu un voyageur de commerce dont les succès professionnels se convertissaient aussitôt en argent comptant, sous les yeux de la famille ébahie et comblée.
quel beau jour cela avait été. Puis, on s'y était habitué. La famille aussi bien que Grégor. Mais il apprit alors que malgré toute l'étendue de la catastrophe, il subsistait encore une fortune, à vrai dire minuscule, qui datait d'avant. Cela étant, cet argent ne suffisait pas du tout. C'était une somme à laquelle, en fait, on n'avait pas le droit de toucher. Et l'argent qui permettait de vivre, il fallait le gagner. Or, le père était un homme certes en bonne santé mais vieux, qui ne travaillait plus depuis 5 ans déjà et qui ne devait pas trop compter sur ses forces. Pendant ces 5 années qui étaient les premières vacances d'une vie épuisante et néanmoins vouée à l'échec, il s'était beaucoup empâté et se trouvait passablement ralenti. Allait-il donc falloir maintenant que sa vieille mère gagne de l'argent, elle qui avait de l'asthme et qui passait 1 jour sur 2 à s'efforcer de respirer sur le sofa, à côté de la fenêtre? Allait-il falloir que sa sœur gagne de l'argent, elle qui était encore une enfant, malgré ses 17 ans? Quand la discussion en venait à cette nécessité de gagner de l'argent, Grégor quittait la porte, tout brûlant de honte et de tristesse, et s'appuyait à la fenêtre, motivé par le souvenir du sentiment de libération qu'il avait jadis éprouvé à regarder au dehors. Mais en fait, il voyait les choses avec de moins en moins d'honnêteté, y compris celles qui n'étaient qu'à peu de distance de lui. Il n'apercevait même plus l'hôpital d'en face. Et s'il n'avait pas su pertinemment qu'il habitait une rue silencieuse mais tout à fait urbaine, il aurait pu croire qu'il contemplait un désert où le ciel gris et la terre grise s'unissaient indistinctement. Un mois s'était bien écoulé déjà depuis la transformation de Grégor, et sa sœur lui apportait ses repas 2 fois par jour. À peine avait-elle pénétré dans la chambre qu'elle courait droit à la fenêtre et l'ouvrait toute grande, comme si elle étouffait presque, tandis que les parents restaient souvent l'un et l'autre, le père et la mère, à attendre devant la chambre. Mais le désir qu'il avait de voir sa mère fut bientôt exaucé. Les quelques mètres carrés du parquet de la chambre ne lui permettant pas de ramper bien longtemps, la nourriture ne lui faisant plus le moindre plaisir, Grégor avait pris l'habitude pour se distraire de courir en long et en large sur les murs et sur le plafond. Il aimait particulièrement rester suspendu au plafond. On y respirait plus librement. Un léger balancement s'emparait du corps. Et dans l'état de distraction presque bienheureux où Grégor se trouvait, là-haut, il pouvait arriver qu'à sa propre surprise, il se laisse tomber et vienne s'écraser bruyamment sur le sol. La sœur remarqua aussitôt le nouveau divertissement que Grégor s'était trouvé, tandis qu'il rampait, ses pattes laissaient ici et là des traces de substances adhésives. Et elle se mit alors en tête de permettre à Grégor de se déplacer sur la plus grande surface possible, donc de faire disparaître les meubles qui l'en empêchaient, surtout l'armoire et le bureau. Il ne restait plus à Grete qu'à aller chercher sa mère. « Viens donc, on ne le voit pas !» La mère accourut en poussant des cris d'excitation et de joie, mais une fois devant la porte de Grégor, elle se tut. Il entendit alors les 2 faibles femmes pousser la lourde et vieille armoire, mais au bout d'un bon quart d'heure d'effort, la mère dit qu'il valait quand même peut-être mieux laisser l'armoire là où elle était. Est-ce que ce n'est pas comme si, en enlevant les meubles, nous montrions que nous abandonnons tout espoir d'une amélioration et le laissions impitoyablement livré à lui-même ? En écoutant ces paroles de la mère, Grégor prit conscience que le fait d'être privé de tout échange direct de paroles humaines avait certainement dû plonger son esprit dans le trouble. Avait-il vraiment envie de transformer sa chambre chaleureuse en une caverne, où il pourrait certes ramper dans tous les sens, mais au prix de l'oubli simultané, rapide et total de son passé d'être humain ? C'est qu'il était, lui, déjà tout près d'oublier, et seule la voix de sa mère l'avait brusquement fait réagir.
ne fallait rien retirer. Tout devait rester. Sa sœur, malheureusement, était d'un autre avis. Il n'était pas impossible qu'il eût là quelque chose de l'esprit exalté propre aux filles de son âge, en vertu duquel Grete se laissa entraîner à vouloir rendre la situation de Grégor plus épouvantable encore, afin de pouvoir ensuite faire plus encore pour lui que ce qu'elle avait accompli jusqu'alors. Les deux femmes débarrassaient donc sa chambre. Elles lui prenaient tout ce qu'il aimait. Elles avaient déjà sorti l'armoire. Elles étaient en train de dégager le bureau. Et tandis qu'elles reprenaient leur souffle, dans la pièce d'à côté, Grégor surgit soudain. Il changea 4 fois de direction. Il ne savait pas vraiment ce qu'il devait sauver en premier. C'est alors qu'il vit accrochée au mur l'image qu'il avait récemment mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame simplement habillée de fourrure. Il grimpa jusqu'à elle sans perdre un instant et se pressa contre le verre qui le retint et fit du bien à son ventre chaud. Cette image au moins, que Grégor couvrait maintenant entièrement, personne ne la lui prendrait désormais. C'était certain. Mais les deux femmes ne s'étaient pas accordé beaucoup de repos et arrivaient déjà. La mère aperçut la gigantesque tache brune sur la tapisserie à fleurs et avant même d'être tout à fait consciente que c'était Grégor qu'elle voyait là, elle poussa un cri d'une voix rauque, s'effondra sur le canapé, les bras écartés comme renonçant à tout, et ne bougea plus. La sœur courut dans le salon chercher quelque essence de plante qui réveillerait la mère de sa syncope. Grégor voulut prêter main forte lui aussi. Il courut alors dans le salon lui aussi. Mais quand Grete se retourna, il lui fit peur une fois de plus et elle ferma la porte de la chambre avec le pied. Grégor était donc tenu à l'écart de sa mère, peut-être près de mourir par sa faute. Écrasé par le souci et par les reproches qu'il s'adressait, il se mit à ramper, parcourut à plat ventre murs, meubles, plafonds, et pour finir, quand la pièce entière se mit à tournoyer autour de lui, il tomba désespéré au milieu de la grande table. Un bref instant s'écoula. Grégor gisait là, épuisé. Tout était silencieux alentour. C'était peut-être bon signe. Un coup de sonnette retentit, c'était le père. Qu'est-ce qui s'est passé? Grégor s'est échappé, j'en étais sûr. Grégor leva la tête vers son père. Il ne se l'était jamais imaginé tel qu'il était là devant lui, mais quand même. Était-ce encore là le père? Le même homme que celui qui restait enfoui, fatigué au fond de son lit quand Grégor s'éclipsait jadis pour un voyage d'affaires? Qui les soirs de retour l'accueillait en robe de chambre dans le fauteuil? Qui n'était plus trop capable de se mettre debout mais qui en signe de joie levait seulement les bras? Aujourd'hui, il était redressé de toute sa taille, revêtu d'un uniforme bleu à boutons dorés, parfaitement ajusté, comme en portent les employés des institutions bancaires. Il marcha en direction de Grégor, les mains dans les poches de son pantalon, le visage crispé. Il ne savait pas bien lui-même ce qu'il allait faire. Il levait malgré tout les pieds inhabituellement hauts et Grégor s'étonna de la taille gigantesque des semelles de ses brodequins. Grégor savait depuis le premier jour de sa nouvelle existence que son père considérait qu'à son égard, seule la plus grande sévérité était indiquée. Aussi s'éloigna-t-il en courant devant son père. Et tandis que Grégor titubait, ne songeant nullement dans son hébétude qu'il avait la libre disposition des murs, il sentit qu'un objet lancé sans trop de force le frôlait, retombait par terre et roulait devant lui. C'était une pomme. Elle fut aussitôt suivie d'une deuxième. Grégor se figea, effrayé. Inutile de continuer à courir. Le père avait décidé de le bombarder. Les petites pommes rouges roulaient maintenant toussant sur le sol comme électrisées. Une pomme lancée mollement effleura le dos de Grégor,
mais glissa sans dommage. Une autre, expédiée aussitôt après, pénétra littéralement dans son dos. Il voulut se traîner plus loin, comme si l'incroyable et surprenante douleur qu'il ressentait pouvait disparaître, pour peu qu'il change de lieu. Mais il se sentit comme cloué sur place et s'étala par terre en proie à une confusion totale de tous les sens. Seul un dernier regard lui permit encore de voir sa mère qui se précipitait, perdant en chemin l'un après l'autre. Ses jupons dégrafés, elle enlaçait le père jusqu'à ne plus faire qu'un avec lui. Mais Grégor avait déjà perdu la faculté de voir. Et ses deux mains enserrant le crâne du père, la mère lui demandait d'épargner la vie de Grégor. Personne n'osant enlever la pomme, elle resta, tel un souvenir visible, fiché dans la chair de Grégor. Elle semblait avoir rappelé même à son père qu'en dépit de sa triste et repoussante apparence actuelle, on n'avait pas le droit de traiter Grégor comme un ennemi. Le devoir familial commandait au contraire que l'on ravale son aversion et qu'on le tolère. Qu'on le tolère, et c'est tout. La plupart du temps, les choses se passaient désormais très silencieusement dans la salle de séjour. Le père refusait avec une sorte d'entêtement de retirer son uniforme d'employé et il sommeillait complètement habillé, comme s'il était toujours prêt à effectuer son service, attendant même chez lui que résonne la voix de son supérieur. La mère et la sœur s'exhortaient mutuellement au silence. La mère cousait de la lingerie fine pour une boutique de mode. La sœur, qui avait pris une place de vendeuse, passait la soirée à apprendre la sténographie et le français dans l'espoir d'obtenir, un jour peut-être, une place meilleure.
Qui avait le temps dans cette famille accablée de travail et harassée de fatigue de se soucier de Grégor? Le budget était de plus en plus serré. La bonne fut congédiée. Une servante osseuse et gigantesque, pourvue d'une ample chevelure blanche, venait faire les travaux les plus pénibles le matin et le soir. Ce que le monde exige des pauvres, ils y satisfaisaient à l'extrême. Le père allait chercher le déjeuner pour les petits employés de la banque, la mère se sacrifiait en lavant le linge d'inconnus, la sœur courait derrière son comptoir aux ordres des clients. Mais les forces de la famille n'y suffisaient plus. Des traînées de crasse s'étiraient le long des murs. Ça et là gisaient des pelotes de poussière et de saleté. La sœur voyait bel et bien la saleté, mais justement, elle avait décidé de la laisser. Et pourtant, elle veillait avec une susceptibilité entièrement nouvelle chez elle à ce que le ménage de la chambre lui demeurât réservé. Il n'aurait pas été inévitable pourtant que Grégor fût négligé, car la servante était là, et cette vieille veuve n'éprouvait aucune répugnance face à Grégor. Elle avait un jour ouvert, par hasard, la porte de sa chambre et, à la vue de Grégor, elle était restée en arrêt, interdite, les mains jointes sur le ventre. Depuis, elle ne manquait jamais, matin et soir, d'entr'ouvrir un peu la porte et de le chercher des yeux. Que n'avait-on donné l'ordre à cette femme de ménage de faire sa chambre tous les jours? Grégor, désormais, ne mangeait presque plus rien. Il pensa d'abord que c'était la tristesse causée par l'état de sa chambre qui lui coupait l'appétit, mais il se réconcilia au contraire très vite avec les modifications intervenues dans la pièce. On s'était habitué à y mettre des choses qu'on ne pouvait pas caser ailleurs, et de ce genre de choses, il y avait maintenant pléthore, car on avait loué une pièce de l'appartement à 3 messieurs qui avaient une obsession maniaque de l'ordre. Tout ce qui sur le moment ne trouvait pas à s'employer, la femme de ménage l'expédiait dans la chambre de Grégor, puis les objets ne bougeaient plus de l'endroit où ils avaient été lancés, sauf quand Grégor, en se déplaçant dans le bazar accumulé, les mettait en mouvement parce qu'il n'y avait pas d'autre place disponible pour évoluer, bien qu'après ce genre d'expédition, il fut fatigué et triste à mourir, et ne bougea plus pendant des heures. Les sous-locataires prenaient parfois leur repas du soir dans la salle de séjour commune. La famille, quant à elle, mangeait alors dans la cuisine. Un soir, Grégor ne se souvenait pas d'avoir entendu le violon pendant tout ce temps. Le son de l'instrument lui parvint de la cuisine. Les sous-locataires tendirent l'oreille. La jeune fille ne pourrait-elle pas venir chez nous et jouer ici, dans le séjour, qui est quand même un peu plus confortable et sympathique? Le père arriva aussitôt avec le pupitre, suivi de la mère avec la partition, puis de la sœur avec l'instrument. Et la sœur commença à jouer. Grégor, attiré par la musique, s'était risqué un peu à avancer et avait déjà la tête dans la salle de séjour. Il était entièrement couvert de poussière, il traînait avec lui sur son dos et ses flancs des fils, des cheveux, des restes de repas. Mais son indifférence à tout était bien trop grande pour qu'il eût la moindre réticence à s'avancer sur le parquet immaculé de la salle de séjour. À vrai dire, personne ne faisait attention à lui. Les sous-locataires qui, dans un premier temps, s'étaient placés bien trop près derrière le pupitre de la sœur, s'étaient bientôt retirés, conversant à mi-voix près de la fenêtre. On avait vraiment l'impression très nette qu'ils étaient déçus. Et pourtant, la sœur jouait si bien. Grégor était-il un animal si la musique l'émouvait à ce point ? Il avait l'impression que s'ouvrait devant lui la voie menant à une nourriture inconnue dont il se languissait. Il était résolu à s'avancer jusqu'à sa sœur, à tirer sur le pan de sa jupe pour lui suggérer de venir dans sa chambre avec le violon, car personne ici ne méritait cette musique autant que lui.
Il voulait ne plus la laisser sortir de sa chambre, du moins tant qu'il vivrait. Monsieur Samsar, lança au père l'un des sous-locataires en montrant Grégor de l'index, sans gaspiller un mot de plus. Le violon se tue. Monsieur Samsa, je déclare qu'eu égard aux conditions répugnantes qui règnent dans cette famille, je vous rends ma chambre immédiatement. Je ne paierai naturellement rien du tout. Là-dessus, bien qu'il ne fût nullement en émoi et que Grégor semblât l'amuser plus que le violon, l'homme cracha par terre et claqua la porte. Grégor attendait. Incapable de tout mouvement, il redoutait avec une espèce de certitude qu'un effondrement général lui tombe dessus dès l'instant suivant. Chers parents, dit la sœur en frappant de la main sur la table, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face, mais moi je la vois. Je ne veux pas devant ce monstre prononcer le nom de mon frère et je dis donc uniquement ceci, nous devons essayer de nous débarrasser de lui. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter patiemment. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. Elle a 1000 fois raison, dit le père à part soi. Il semblait accéder, grâce aux paroles de la sœur, à des pensées moins confuses. La mère, en proie à des difficultés respiratoires qui mettaient violemment ses poumons à l'épreuve, se mit à tousser sourdement dans sa main, une expression de démence dans le regard. La sœur se précipita sur elle et lui tint le front. Il va vous tuer tous les deux. Je sens ça venir. Quand on travaille aussi dur que nous le faisons tous, on ne peut pas en plus supporter à la maison cette torture continuelle. Et moi, je ne peux plus. Elle éclata alors en sanglots si violents que ses larmes coulèrent sur le visage de la mère, d'où celle-ci les essuya d'un geste machinal. S'il nous comprenait, dit le père à demi interrogatif, s'il nous comprenait, alors... Il faut que tu essaies de t'ôter de l'esprit que c'est Grégor. Notre vrai malheur, c'est justement que nous l'ayons cru si longtemps. Mais si c'était Grégor, il y a beau temps qu'il aurait compris qu'il n'était pas possible pour des êtres humains de cohabiter avec un animal pareil et qu'il serait parti de son plein gré, nous n'aurions plus alors de frères. Mais nous pourrions continuer à vivre et à honorer sa mémoire. Mais comme cela, cet animal nous persécute. Il chasse les sous-locataires. Il veut visiblement occuper tout l'appartement et nous faire dormir dans la rue. La mère était allongée dans son fauteuil, jambes raides et serrées, les yeux presque fermés d'épuisement. La sœur avait cessé de pleurer et elle avait passé sa main autour du cou de son père. Tous regardaient maintenant Grégor sans rien dire, et tristement. La grande distance qui le séparait de sa chambre l'étonnait, et il n'arrivait pas du tout à concevoir comment il avait pu, voici peu faible comme il était, effectuer ce même trajet sans presque s'en rendre compte. Il attendit d'être à la porte pour tourner enfin la tête, pas complètement, car il sentait que son cou se raidissait, mais il vit quand même encore que rien derrière lui n'avait changé. Son dernier regard effleura la mer, tout à fait endormi maintenant. À peine fut-il à l'intérieur de sa chambre que la porte fut précipitamment repoussée, verrouillée et fermée à clé. C'était la sœur qui avait fait diligence. Et maintenant, se demanda-t-il en regardant autour de lui dans le noir. Il découvrit bientôt qu'il ne pouvait plus du tout bouger. Il ne s'en étonna pas, il trouvait même plutôt anormal en fait d'avoir pu jusqu'à présent se déplacer sur ses petites pattes fluettes. Pour le reste, il se sentait relativement bien. Il avait certes des douleurs dans tout le corps, mais il avait l'impression qu'elles s'atténuaient peu à peu et qu'elles allaient finir par disparaître complètement.
Il pensait à sa famille avec émotion et amour. Quant à l'idée qu'il devait disparaître, elle était chez lui pour autant que cela fût possible, plus arrêtée encore que chez sa sœur. C'est dans cet état de songerie vide et paisible qu'il demeura jusqu'à l'horloge du beffroi sonne la 3e heure du matin. Il vit encore par la fenêtre le début du surgissement général de la clarté au dehors, puis, sans que ce fût de son fait, sa tête s'affaissa tout à fait sur le sol et son dernier souffle lui sortit faiblement des naseaux. Quand la femme de ménage arriva le lendemain matin, comprenant bientôt de quoi il retournait, elle ferma la porte et ouvrit grand la fenêtre de la chambre. Malgré l'heure matinale, un peu de tiédeur se mêlait déjà à la fraîcheur de l'air. C'est qu'on était déjà fin mars. Monsieur Samsa apparut revêtu de sa livrée, au bras de sa femme d'un côté, de sa fille de l'autre. Ils décidèrent d'employer cette journée au repos et à la promenade. Non seulement ils avaient mérité cet arrêt de travail, mais ils en avaient absolument besoin. Ils s'assirent donc à la table pour écrire 3 lettres d'excuses. Monsieur Samsa à sa direction, Madame Samsa à son donneur d'ordre et Grete à son directeur. Pendant qu'ils écrivaient, la femme de ménage entra pour dire qu'elle partait, son travail de la matinée étant achevé. Puis elle resta plantée à la porte en souriant, comme si elle avait un grand bonheur à annoncer à la famille. Mais voyant qu'on ne l'autorisait pas à raconter son histoire, elle se souvint qu'elle était très pressée, fit demi-tour avec brusquerie et quitta l'appartement dans un claquement de porte. Dès ce soir, elle est renvoyée, dit M. Samsa. Allez, venez donc, laissez donc tomber ces vieilles histoires et occupez-vous un peu de moi. Les femmes lui obéirent aussitôt, coururent à lui, le cajolèrent, puis terminèrent rapidement leurs lettres. Après cela, ils quittèrent tous 3 l'appartement ensemble, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des mois, et partirent en tramway prendre l'air à la sortie de la ville. Tranquillement renversés sur le dossier de leur banquette, ils discutaient des perspectives d'avenir et il apparut à y regarder de plus près que celle-ci n'était pas si mauvaise que cela, car les emplois qu'ils occupaient tous 3 étaient tout à fait prometteurs à terme. La plus grosse amélioration de leur situation ne pouvait résulter dans l'immédiat que d'un changement d'appartement. Ils en voulaient maintenant un qui soit plus petit et moins cher, mais mieux situé et surtout plus pratique que l'actuel qui avait encore été déniché par Grégor. Tandis qu'il devisait ainsi, il vint soudain à l'esprit de monsieur et madame Samsa, observant l'entrain grandissant de leur fille, que ces derniers temps, malgré tout le tourment qui avait pâli ses joues, elle s'était épanouie et était devenue une belle et plantureuse jeune fille. Ils songèrent qu'il était temps maintenant de chercher pour elle un brave mari, et ce fut pour eux comme une confirmation de leurs nouveaux rêves et de leurs bonnes intentions quand, alors qu'ils arrivaient à destination, leur fille se leva la première et étira son jeune corps.